Bonjour à tous, nous sommes début janvier en direct de Taipei et nous sommes en duplex avec Carole Gabé qui est à Shanghai, elle, voilà. Moi je reviens à Pékin fin janvier, voilà, donc là on est en vacances. Donc nous allons échanger avec Carole Gabé qui est la présidente fondatrice de bénévole du projet Solidarité Covid français de Chine que nous avons reçu en juillet dernier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller la regarder. Une très longue vidéo de plus d'1 heure qui était très informative à ce moment-là. Et là, avec la levée des restrictions, Carole, évidemment, elle a fait le point de ce qui se passe. Donc ce qu'on appelle, ce qu'elle appelle avec Solidarité Covid, le Big Bang Covid en Chine. Parce que là, on a vu qu'il y avait 60%, selon les informations chinoises, 60% des Chinois ou 900 millions de Chinois qui ont été contaminés avec le Covid à l'heure où on parle. Donc là, nous sommes début janvier. Bonne année à tous. Donc ces derniers temps, Carole a été sollicitée énormément par les médias chinois et français d'ailleurs aussi. Donc voilà, ça salue son travail, la qualité de son travail, son engagement au cours de ces 3 dernières années, qu'on salue ici aussi à Sinofrance. Donc voilà, c'est enfin reconnu par les experts et le monde médiatique. Voilà. Alors première question pour Carole, comment vois-tu d'un point de vue scientifique les 3 années de mesures et ajustements progressifs de la politique chinoise de prévention épidémique? Bonjour, alors oui, vous dites scientifique parce qu'en fait notre travail de recherche bénévole depuis début 2020, il consiste à collecter les données officielles de la Chine sur la pandémie en Chine à partir de ce qui est publié sur une multiplicité de sources qui n'ont pas toutes le même format et dont une partie n'est disponible ou n'était disponible en ligne que pendant 24 heures. Donc c'était toute la difficulté de notre travail de combiner ces sources pour qu'elles aillent sur un format qui soit harmonisé. Donc qu'est-ce qu'on a pu observer depuis 3 ans? C'est que les mesures de restriction et de protection de la population ont suivi en fait l'évolution des variants. Et donc au début c'était très très dangereux, selon la dangerosité des variants surtout. Donc au début c'était très très dangereux, très létal, parce qu'il n'y avait aucune vaccination et c'était le tout premier virus. Et donc il y avait des mesures de confinement très strictes à Wuhan, qui ont commencé à bien fonctionner quand on a enfermé les gens chez eux. Ensuite, il y a eu la fermeture des frontières avec les quarantaines à l'arrivée internationale, avec des tests très très généralisés. Et de protection aussi, de contrôle des produits importés, etc. Les quarantaines, ça a été plutôt, il y a eu des périodes de durcissement avec Delta, où on a eu des quarantaines qui ont été jusqu'à 3 semaines. Et ensuite, avec Omicron, disons que le premier Omicron BA1 n'a pas donné lieu à un foyer majeur. Le BA2 a donné lieu au foyer de Shanghai, mais il n'y avait vraiment que à Shanghai, donc on a réussi à contenir ce foyer via un confinement strict et très douloureux. Et ensuite, on a été fracassé par BA5 qui était beaucoup plus contagieux que les précédents. Et ça, on pouvait le voir qu'en Chine, puisque la population était complètement naïve, alors qu'ailleurs, elle se heurtait à une barrière immunitaire des infections déjà acquises. Et c'est là que le modèle ne fonctionnait plus, puisqu'on avait des foyers multiples, ce qui empêchait des confinements stricts
pour que les autres provinces puissent venir en aide aux personnes confinées et occasionner des confinements à répétition, prolongés pendant des mois avec des écoles fermées, du télétravail et l'impossibilité de faire des confinements vraiment stricts. Et donc ça ne s'arrêtait jamais et c'est pour ça qu'il a été décidé de mettre fin aux restrictions avec un niveau de vaccination qui avait progressé, même s'il n'est pas toujours, il n'est pas encore assez satisfaisant pour les personnes âgées et les plus vulnérables. Donc c'est pour ça qu'il a été donc décidé de mettre que ça ne devenait plus rentable ou efficace d'avoir cette politique de prévention zéro Covid. Merci beaucoup Carole, super intéressant. Deuxième question, quel est votre avis sur les contrôles sanitaires mis en place dans certains pays occidentaux sur les voyageurs en provenance de Chine, en sachant que voilà, aucun pays n'est pareil, ce qui s'entend. Donc voilà, que pensez-vous de ça? Merci. Alors évidemment, en tant qu'épidémiologiste en herbe, pour avoir collecté des données pendant 3 ans, oui, moi je suis friande d'avoir des données sur les cas, sur les variants, etc. Maintenant, dans cet épisode de contamination massive, instantanée, très rapide que nous passons actuellement, c'est devenu impossible de compter le nombre de cas et le nombre de décès aussi. Donc on nous a recommandé de ne pas aller faire des PCR si on avait des symptômes, de s'auto-tester à la maison. Donc si on a des symptômes, si on n'a pas de PCR, on ne peut pas séquencer. Donc c'est pour ça que la Chine fait très peu de séquençage par rapport au nombre de cas. Par exemple, en Chine, ils ont parlé de 1942 séquençages au 23 décembre et sur 250 millions de cas estimés. Et en France, sur la même période, il y a eu 322 000 cas et 1150 séquençages. Voilà. Donc il n'y a pas assez de séquençage et c'est ça qui inquiète les scientifiques hors de Chine parce qu'ils se disent avec autant de contamination, on va forcément avoir des variants. Des nouveaux variants. Or, on ne sait pas si avec une contamination massive et instantanée, le variant aura le temps de muter. Ça, c'est une question auquel je n'ai pas la réponse. Donc pour moi personnellement, je comprends qu'on a envie de pouvoir détecter les variants et s'ils sont plus dangereux que les précédents. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces politiques. Moi, ce qui m'inquiète, ce que je conteste, c'est les détails du mode opératoire avec un décret, notamment pour la France, qui fait des demandes irréalistes. Donc par exemple, il vous demande de faire un test PCR de 48 heures ou un test antigénique nominatif en pharmacie, ce qui n'existe pas en Chine. Donc ça prouve qu'ils n'ont même pas demandé aux locaux, enfin aux diplomates localement, ce qui était disponible. Et ils demandent de plus un test qui est avec un rapport en anglais ou en français, alors que le contrôle de ce test se fait donc à l'embarquement par du personnel chinois et donc si c'est en anglais ou en français, ça exclut les tests de rue qui sont très faciles et pratiques à faire et donc les voyageurs sont obligés d'aller s'agglutiner dans les hôpitaux qui en ce moment sont débordés de patients et qui ont vraiment d'autres chats à fouetter que d'aller tester des voyageurs pour aller faire des tests avec des rapports en anglais. Donc ça cause un stress énorme. La deuxième chose, c'est qu'ils demandent aux gens de jurer sur l'honneur qu'ils n'ont pas croisé de cas positifs dans les 14 jours précédant le voyage, ce qui est totalement irréaliste vu la masse des contaminations qu'il y a eu récemment. Donc sans prendre compte du cycle en fait de l'infection, puisqu'il y a des cas positifs qui restent positifs pendant 10-12 jours, et comme les gens n'ont pas pu être testés, notamment à Pékin, ils se pointent à l'aéroport, ils se sont pointés à l'aéroport avec sans symptômes, ils n'avaient plus de symptômes, mais leur PCR était encore positif à l'arrivée. Et donc on a poussé des grands cris d'orfraie en Italie en disant 50% des cas étaient positifs, mais c'était tous des
des anciens malades en fait, qui avaient qui étaient encore en PCR positif et probablement plus contagieux. Donc moi j'espère que c'est des points de détail en fait qui posent problème, parce que nous on vit ici et donc c'est vraiment des points qui causent un grand stress à notre communauté, hein, tous les followers qui suivent notre travail. C'est environ 1700 personnes qui sont principalement des Français qui habitent en Chine. Et donc moi je veux exprimer ce souci-là. Bon, j'espère que maintenant donc l'Union européenne, après avoir dit que c'était pas justifié de faire des tests, est revenue là-dessus. Et donc j'espère qu'ils vont avoir un texte qui soit harmonisé et qui soit réaliste après quelques jours de réajustement, et notamment les Américains depuis aujourd'hui, pour les vols qui partent aujourd'hui, on prend en compte en fait les infections passées, c'est-à-dire qu'il faut présenter un test négatif et si on a été, au lieu de leur demander de jurer sur l'honneur qu'on n'a jamais vu de cas positif en 14 jours, de dire si on a été positif, que entre 10 et 91 jours avant le départ, on peut présenter le test positif et un test négatif pour montrer qu'on est rétabli. Voilà, donc ça j'espère que ça va changer sur ces points-là. Merci Carole, super intéressant encore une fois. Troisième question, l'épidémie est maintenant rétrogradée en type B, donc catégorie B en Chine. Pensez-vous maintenant que la fin de la pandémie mondiale peut être officiellement déclarée? Merci. Alors l'épidémie, elle est certainement pas terminée en Chine, puisque la Chine est le dernier pays à avoir réouvert et donc traverse actuellement une très forte vague de contamination avec beaucoup de cas qui se ruent à l'hôpital et une saturation qui a été prévue, anticipée, et des décès qu'on n'a pas encore dénombrés mais qui seront certainement très nombreux. Donc une fois que cette vague sera passée, on aura une immunité collective qui va durer quelques mois comme dans tous les autres pays, et donc on va avoir des vagues successives d'infections comme dans tous les autres pays, mais qui, grâce au vaccin, grâce à l'immunité acquise, ne causeront plus de tsunami comme on le connaît actuellement et comme on l'a connu dans tous les pays. Donc c'est pour ça qu'on va passer en phase endémique et donc ce ne sera plus un sujet de préoccupation première, et on le voit d'ailleurs dans les autres pays, puisqu'on a de moins en moins de pays qui communiquent leurs données. Il y a plein de pays africains, on n'a plus rien depuis des mois, donc on sait qu'il y a des cas, mais bon, s'il y avait vraiment un gros problème de décès, de saturation, ça se saurait quand même. Voilà. Merci beaucoup Carole, encore une fois. Quatrième question. A-t-on du recul maintenant sur l'apport de la Chine dans la recherche et le développement de vaccins au cours de ces 3 dernières années? Merci. Alors, la Chine a été la toute première à développer des vaccins et à vacciner sa population, en commençant par les personnes exposées, c'est-à-dire les personnes qui étaient en contact avec les voyageurs internationaux et les livraisons de produits frais. Elle a mis plus de temps à vacciner les personnes fragiles, puisque ces personnes-là ne se sentaient pas concernées par la Covid, comme ça s'est passé à Hong Kong. Heureusement, on a un taux de vaccination des personnes âgées qui n'est pas aussi bas que celui de Hong Kong au moment où Omicron a surgi. Par contre, du fait de l'éloignement, de la taille du territoire, ça va être aussi plus compliqué d'acheminer les patients à l'hôpital. Donc on attend avec impatience le résultat des enquêtes de la CDC, qui fait des sondages pour évaluer le taux d'infection et qui essaye de comptabiliser les morts, mais on ne sait pas entre les morts Covid et Covid plus détresse respiratoire ce qui sera lisible. Donc on attend.
Voilà. Donc après, l'Occident s'est beaucoup offusqué que la Chine ne souhaite pas distribuer les vaccins ARN occidentaux à sa population. Et elle n'a d'ailleurs toujours pas distribué son propre vaccin ARN qui a été approuvé en Indonésie, mais pas en Chine. Parce que elle est un petit peu méfiante sur une technologie nouvelle et donc elle a préféré se référer à une technologie plus ancienne des vaccins au virus inactivé. Alors, les données qu'on a sur les vaccins chinois, en fait, on les a via les données de Hong Kong, qui sont assez précises et détaillées, par schéma vaccinal, par tranche d'âge, puisque Hong Kong est une des seules populations qui n'a reçu, en dehors de la Chine, qui n'a reçu où il y a une partie de la population qui n'a reçu que des vaccins chinois. Et donc, ces données-là, elles sont assez constantes. Elles montrent que avec 3 doses d'un vaccin Sinovac, on est beaucoup mieux protégé contre les formes graves et les décès que sans vaccin. On est aussi en général beaucoup mieux protégé on est mieux protégé aussi avec BioNTech qu'avec les vaccins Sinovac, mais la différence n'est pas critique et donc elle n'aurait pas changé énormément la donne pour la Chine. Voilà, ça c'est un fait. Et ce qu'on voit aussi sur les données de Hong Kong, c'est que plus on s'éloigne de la vaccination, plus on a des décès vaccinés. Et donc ça c'est un point critique. Le temps passé depuis le dernier vaccin, c'est vraiment un point critique qu'il faut évaluer. Et on a beaucoup progressé récemment en taux de vaccination en Chine sur les personnes âgées. Donc ça veut dire que quand on a relâché, il y a une partie des personnes âgées qui avaient été vaccinées récemment. Donc elles sont a priori bien protégées. Mais il y a quand même une très grosse partie des personnes de plus de 60 ans, donc plus de 51% des plus de 60 ans, qui ont été vaccinés 3 fois il y a plus de 8 mois et qui n'ont pu recevoir une 4e dose que début décembre. Donc peine perdue, quoi. Donc pour ces personnes-là, on ne sait pas quel est leur degré de protection. Voilà, donc c'est les enjeux de la mesure actuelle qu'on va avoir dans la période difficile que nous traversons. Ok, super, super. Merci beaucoup, Carole. Je passe à la dernière question, la 5e question. Par rapport aux pays occidentaux, les ressources médicales par habitant et le niveau de technologie médicale de la Chine sont encore un cran au-dessous de ce qui peut se faire par exemple en France ou dans d'autres pays. C'est d'ailleurs ce que la Chine a dit dès le début et c'est comme ça qu'elle a justifié sa politique zéro Covid, ce qui s'entend tout à fait. Comment évaluez-vous, donc ma question, comment évaluez-vous le degré de préparation de la Chine dans la gestion des ressources médicales pour affronter la levée des restrictions? Alors pendant les 3 années de zéro Covid, la Chine s'est quand même préparée à la sortie du zéro Covid qui était un jour inéluctable en mettant l'accent sur l'équipement en réanimation et en respirateur et donc a publié récemment des chiffres qui faisaient état d'un quasi-triplement du nombre de lits en réanimation, avec aussi des lits convertibles, du personnel facilement transposable, etc., pour affronter la vague qui est en cours. Mais de toute façon, vu la soudaineté de la levée des restrictions, parce qu'avec Omicron, on ne peut pas faire les choses à moitié, on ne peut pas dire on va lever progressivement, hein, ça ne veut rien dire avec Omicron. Donc de toute façon, on sait qu'il va y avoir une forte saturation et c'est ce qu'on a vu à Hong Kong avec un taux de létalité sur les non-vaccinés qui a été divisé par 2 entre la forte vague et la suite. On voit bien que c'est d'abord la saturation qui fait les décès. Ensuite, sur les autres points, donc il y a eu la vaccination qui a été accélérée, mais avec quelques lacunes dont on a parlé. Pour la production de médicaments, on s'y est mis vraiment que à la levée des restrictions.
puisque avant tout ce qui était médicaments pour les symptômes respiratoires était extrêmement contrôlé, puisqu'ils étaient soumis à des tests Covid, il fallait aller à l'hôpital, etc. Donc les Chinois avaient perdu l'habitude d'utiliser du paracétamol et de ces produits-là, et donc ils se soignaient avec de la médecine traditionnelle chinoise. Et nous, les étrangers, on ramenait du Doliprane dans nos bagages, donc quand on a pu voyager. Et donc ça n'a pas été anticipé. Et donc ça va probablement aussi occasionner beaucoup de symptômes aggravés sur des personnes, peut-être pas des décès, mais en tout cas des symptômes aggravés sur un certain nombre de personnes. Merci beaucoup Carole, merci de nous avoir donné de ton temps, voilà, et j'annonce à tout le monde que voilà, on espère faire avec Carole une vidéo dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, pour quand on aura encore plus de recul en fait sur l'évolution de cette épidémie, pandémie, voilà, en tout cas ce qui concerne le Covid. Et je pense que d'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts et ça va nous permettre de faire un vrai bilan cette fois-ci, encore une fois, dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà, merci beaucoup, vous êtes sur Sino France et je vous dis à bientôt, ciao.